Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de l'impact de l'intelligence artificielle sur la diversité et l'inclusion. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormack. Bonjour, bienvenue, merci de nous écouter tous les mercredis. Un mercredi sur deux, Women in Tech, diversité, équité et inclusion. Nous sommes disponibles dans toutes les bonnes applications de podcast, Apple, Deezer, Amazon Music. On est sur YouTube également en audio uniquement. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez tous les nouveaux épisodes automatiquement le mercredi matin pour les épisodes diversité et inclusion, le vendredi matin pour les épisodes qui parlent de tech. Et aujourd'hui, on va parler un peu des deux, un peu de tech avec l'IA générative, un peu de diversité et d'inclusion, de place des femmes dans la tech également, avec mon invité Sacha Rubel. Tu es directrice des politiques publiques pour l'IA générative, l'IA en général chez AWS en Europe, Moyen-Orient et Afrique, ce que nous on appelle EMEA, cette grande zone qui va du nord de l'Europe au sud de l'Afrique. Sacha, merci d'être là, merci de donner un peu de ton temps aux auditeurs du podcast AWS en français. Dis-moi qui es-tu, c'est quoi ton métier de directrice des politiques publiques? Merci Seb pour l'accueil, je suis ravie d'être là. Alors en tant que directrice des politiques publiques sur l'IA générative, j'opère à plusieurs volets. Une, c'est que je travaille avec des gouvernements de l'Europe, Moyen-Orient et l'Afrique pour réfléchir sur comment gouverner l'intelligence artificielle et comment le faire dans une manière qui respecte les droits humains, qui est responsable, mais qui promeut également l'innovation et la valeur ajoutée immense que l'intelligence artificielle représente pour faire face à des grands défis de notre société, inclus les défis de diversité, équité et l'inclusion. L'autre volet de mon travail est aussi de parler avec des clients et des startups avec lesquels AWS travaille pour réfléchir ensemble sur comment mettre en place des programmes ou des politiques qui mettent la responsabilité au cœur du développement et déploiement de l'intelligence artificielle. Et une dimension de cette responsabilité est en effet des questions de réduction des biais. Donc, comment l'intelligence artificielle peut aider à réduire des biais au sein des entreprises et comment créer en parallèle des équipes qui sont aussi diverses que les citoyens qui vont y utiliser ces solutions. Et le dernier aspect de mon travail, c'est que je travaille également avec la société civile et les chercheurs pour réfléchir à les grands défis et aussi des grandes opportunités de l'intelligence artificielle pour mener de la recherche dans les domaines comme l'intelligence artificielle. Vous me voyez pas parce que c'est un podcast audio uniquement, mais j'ai souri beaucoup quand tu as parlé de réduction des biais, parce qu'on a déjà parlé de ce sujet-là avec une femme cliente AWS, partenaire AWS qui s'appelle et Community Hero et AWS Hero qui s'appelle Virginie Mativet et qui se spécialise dans ces sujets-là de détection de réduction des biais dans l'intelligence artificielle. C'est un sujet passionnant et je vous invite à aller réécouter l'épisode de ce podcast. Je vous mets le lien évidemment dans les notes que vous trouverez dans votre application de podcast. Sacha, récemment tu as été faire un talk au Sénat en France et tu as eu l'occasion de parler aux régulateurs, aux gens qui prennent ce genre de décisions, de la situation de l'IA dans le contexte de la diversité et de l'inclusion. Je crois que tu as commencé par un état des lieux des femmes dans l'IA. C'est quoi ton constat aujourd'hui en 2024? Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport qui est sorti de la Forum économique mondial qui a souligné qu'en fait, actuellement, les femmes compris seulement 26% des positions supérieures au niveau de cadre dans les domaines de data et de l'IA dans le monde de travail. Aujourd'hui, actuellement, les femmes ont 13 fois moins de chances que les hommes de déposer un brevet technologique. Et selon l'OCDE, les femmes ne déposent que 7% des brevets dans le domaine des nouvelles technologies dans les pays du G20. Et seulement 10% des startups ont des fondatrices. Donc, ça montre qu'il y a une grande gap qui persiste, pas simplement au niveau de la présence des femmes dans le domaine de l'IA et des données, mais aussi dans la présence des femmes et le soutien aux femmes, j'espère qu'on en parlera, dans le domaine des startups qui est absolument clé et vecteur d'ailleurs de la compétitivité de la France et de l'Europe dans une manière plus vaste.
Alors, je suppose qu'il y a des gaps extrêmes entre différents pays aussi, en fonction des cultures. Est-ce qu'on connaît la cause? Est-ce qu'on va plus loin que constater? Parce que souvent dans le podcast ici, on constate, mais les causes sont multiples. On parle d'éducation, on parle de biais, de références sociales, culturelles. Est-ce que tu as eu l'occasion de creuser ces sujets-là également? Super question. Et avant de parler des causes, j'aimerais aussi juste déconstruire une préjugé qui existe beaucoup quand on parle de qu'est-ce que c'est le cause de cette gap, qui est l'idée qu'en fait, dans les pays développés, on est plus avancé et plus inclusif et qu'il y a plus de femmes dans les domaines de la tech. Parce qu'en fait, une idée fausse qui est largement répandue est que ce problème est spécifique aux pays en développement ou aux régions où l'égalité des genres est un défi. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Des études ont montré que certains pays avec des niveaux inférieurs d'égalité des genres ont une plus forte proportion de femmes obtenant des diplômes supérieurs en technologie. Donc, ça montre que l'égalité de la société dans une manière plus vaste ne correspond pas nécessairement, et d'ailleurs, je dirais pas du tout, à une augmentation ou une croissance de présence des femmes dans le secteur de la tech. T'es la deuxième personne à nous dire ça, parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, à ta place, là où tu es assise pour le moment, il y avait Catherine Gestin, qui est directrice chez Airbus, et qui nous disait la même chose. Des pays où on s'attendrait à des différences plus grandes, au fait, il y en a moins. Et elle citait l'Inde en exemple, où c'est beaucoup plus normal en Inde d'avoir une femme dans un rôle dans la tech, voire un rôle dirigeant également, et qu'il y a moins de problèmes de diversité là-bas qu'ici. Exactement. Et je pense que cet défi, il y a plusieurs causes. Une, c'est la question de l'éducation. Mais on voit en plusieurs pays en Europe que, par exemple, il y a des femmes qui poursuivent au niveau de leurs études des domaines scientifiques comme l'intelligence artificielle ou aux États-Unis, on dirait le computer science, mais qui continuent pas nécessairement dans le domaine au niveau professionnel. Ce que je dirais par contre, et je viens d'un contexte où ma recherche de base est une recherche croisée interdisciplinaire entre l'intelligence artificielle en tant que science et l'anthropologie, c'est qu'il y a aussi un travail à faire pour démontrer à la population et surtout à des femmes et des autres communautés marginalisées dans la tech, parce que ce n'est pas juste des femmes, qu'il ne faut pas nécessairement avoir un doctorat dans l'intelligence artificielle pour poursuivre une carrière dans ce domaine. Et comme anecdote, et c'est une des anecdotes que je préfère le plus dans mon travail quand j'étais basée au Sénégal, j'ai ouvert la première école de codage gratuite pour des femmes. Et une des jours de l'ouverture, il y avait une femme qui étudiait la mode et qui est venue à cette cours pour apprendre à coder. À la fin de cette stage, elle a dit « c'est extraordinaire, je ne savais pas que le codage était quelque chose de créatif ». Et donc, en fait, elle a changé son parcours pour quitter la mode et elle a poursuivi un travail, elle y est dedans d'ailleurs toujours, au Sénégal, dans le domaine de la création des solutions basées sur l'IA pour faire face à les questions et défis de diversité. Donc, la deuxième volet, c'est aussi de dire il y a plus de possibilités de travailler dans la tech en sachant que ce n'est pas nécessaire d'avoir un cursus technologique. L'autre aspect, c'est la question du mentorat. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, à AWS, notre programme mondial de mentorat crée chaque année plus de 6000 opportunités pour recruter et aider plus de femmes à obtenir des emplois à responsabilité et axés sur la technologie. Donc, éducation, mentorat. Mais là, je dirais aussi une question fondamentale qui est la question de investissement. Et c'est une des points clés de notre travail à travers des programmes comme le Generative AI Accelerator, c'est de vraiment voir comment on peut mettre en place des programmes pour promouvoir des startups qui sont fondées et incubées par des femmes. Et il y a des initiatives qu'on mène comme le AWS Get IT ou le Aim High Program ou AWS Restart qui ciblent vraiment la possibilité de former des jeunes femmes mais aussi de les aider à les différencier dans le domaine, dans la manière dans laquelle ils pitchent leurs solutions en tant que start-up. Donc, mentorat, éducation, investissement. Et quatrième volet, je dirais, c'est la question de politique publique. Et d'ailleurs, on voit ça au niveau français, dans le rapport qui a été publié et demandé par le gouvernement français, écrit par Philippe Aghion et Anne Bouvreau, où ils adressent justement cette question de l'inclusivité de l'IA.
Mais on voit ça également au niveau européen avec, par exemple, la législation européenne sur l'intelligence artificielle, où on voit de plus en plus la prise en compte dans les politiques publiques de cette dimension de l'inclusivité de l'intelligence artificielle et des recommandations qui peuvent être faites au gouvernement pour encourager un développement d'un secteur de la technologie qui est beaucoup plus inclusif. J'adore ce message des carrières non linéaires. Pour travailler dans la tech, il faut pas avoir fait une licence, une maîtrise ou un PhD en tech, en computer science, comme tu dis. On peut venir d'autres métiers. On peut être prof de sport, on peut avoir été restaurateur. Ce sont tous des exemples qu'on a déjà donnés dans ce podcast. Il suffit de revenir un peu en arrière. Et en France, on a un souci de mettre les gens dans des box, dans des boîtes assez rapidement. Et si vous êtes commercial, vous êtes commercial. Et si vous postulez pour un autre job, on va vous regarder bizarrement. Donc on doit un peu ouvrir nos œillères et être plus ouvert aussi à accepter des gens qui viennent de milieux, de parcours professionnels différents, moins classiques peut-être. Je dirais, Seb, on devrait, mais surtout on doit. On doit. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui montrent que cultiver la diversité n'est pas simplement un impératif social, que c'est aussi un impératif économique. Donc, par exemple, les entreprises diversifiées ont 25% plus de chances de surpasser leurs concurrentes. Et le BCG récemment a constaté que les entreprises avec une diversité supérieure à la moyenne génèrent plus de revenus grâce à l'innovation, donc environ 45% de total, que celles avec une diversité inférieure à la moyenne, environ seulement 26%. Il y a aussi c'est incroyable qu'on arrive à mesurer ça. C'est ça qui est extraordinaire, qu'on quantifie l'impact de la diversité. Et d'ailleurs, il y a une autre étude que je trouvais super passionnante de l'Institut de recherche du Crédit Suisse qui a montré que les entreprises comptant une ou plusieurs femmes au conseil d'administration avaient un rendement moyen des investissements plus élevé et une meilleure croissance moyenne. Donc, ça montre vraiment que les équipes mixtes sont obligatoires. Et d'ailleurs, ça montre également dans la recherche de ce travail de BCG que les équipes mixtes prennent des meilleures décisions commerciales 73% du temps. Donc, ça montre que ce n'est pas simplement bien d'avoir la diversité, que c'est aussi une impérative économique pour que les boîtes de la technologie aujourd'hui prennent en compte une diversité de perspectives. Et une des choses que j'adore chez AWS d'ailleurs, c'est que dans mon équipe, j'ai des chercheurs, j'ai des philosophes, j'ai des avocats, j'ai des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et je pense que cette question de diversité, ce n'est pas simplement une question de genre, c'est aussi une question de diversité d'horizon. Parce qu'actuellement, au niveau des défis et opportunités qui est représenté par l'intelligence artificielle, il faut surtout une capacité de penser à travers des disciplines et dans une manière créative pour trouver les solutions. Et donc, cette diversité est vraiment une richesse au sein de notre entreprise, mais aussi au sein du développement de la technologie pour l'impact social dans une manière plus vaste. Alors, dans ton domaine, tu travailles avec l'intelligence artificielle également, et tu nous as dit en préparant cet épisode que l'IA peut aussi aider nos clients, nous aider nous-mêmes en matière de diversité et d'inclusion. Comment l'IA peut nous aider à être plus divers et plus inclusifs? Plusieurs exemples que j'aime de nos clients et aussi des exemples des services qu'on a développés au sein de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, surtout pour l'IA générative, les modèles de langage alimentés par l'IA peuvent détecter et signaler des termes biaisés, par exemple, dans les évaluations de performance ou dans les offres de l'emploi. Donc, ça, c'est vraiment une cas très concrète. L'IA peut également être utilisée pour analyser des fiches de poste. D'ailleurs, il y a aussi des statistiques super intéressantes qu'en général, des femmes postulent à des fiches de poste seulement quand elles correspondent à 100% des demandes qui sont dans cette fiche de poste. La statistique pour les hommes, en général, est beaucoup plus bas. Et donc, en fait, il y a plusieurs clients qui utilisent l'intelligence artificielle pour identifier dans les fiches de poste qui vont être annoncées de langages biaisés qui, dans une manière presque sous-consciente, découragent des femmes à postuler. L'IA peut également être utilisée pour analyser, par exemple, des textes juridiques et trouver des expressions biaisées dans les textes applicables, qui est vraiment quelque chose à laquelle l'Union européenne aussi réfléchit. Une des exemples que j'adore, c'est que récemment, l'intelligence artificielle a été utilisée dans le média pour mesurer le temps de prise de parole des journalistes, hommes ou femmes,
dans la télé. Et en fait, ce qui m'excite beaucoup dans ces types de cas d'études, c'est que l'IA permet d'avoir des données qui nous permet, en tant qu'entreprise ou individuels ou décideurs politiques, de prendre des décisions pour changer notre comportement basé sur de la connaissance qui vient de cette analyse de données. Et donc, suite à cet exemple du média, on a pu justement voir qu'est-ce qu'il faut changer en fait pour qu'il y ait une temps de prise de parole qui est plus équilibré. L'autre aspect, et moi je suis élevée en Afrique de l'Ouest, donc c'est quelque chose qui est proche à mon cœur, où je trouve une grande promesse, dit-on, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que l'IA peut aider à combler la fracture numérique entre les genres en donnant accès à l'éducation et à la formation des compétences à distance. Et ça change la donnée sur une des premières raisons pour lesquelles les femmes, surtout au niveau de l'adolescence, dans les pays en voie de développement, arrêtent d'aller à l'école. Et donc, ça permet vraiment pas simplement un accès à l'éducation et à l'information, mais aussi un accès à l'éducation personnalisée. Je crois qu'il y a un rapport de l'administration française sur ce sujet qui est sorti la semaine passée, il me semble avoir vu passer ça, le 30 octobre de tête, sur ces sujets-là, comment l'inclusion de l'IA générative dans l'éducation peut aider à réduire la fracture numérique, peut aider les écoliers, les lycéens, les collégiens à faire leurs devoirs, à comprendre des choses qu'ils n'ont pas nécessairement compris en classe. Et avec de la scalabilité, tu vas parler d'Afrique, dans le monde entier, effectivement, c'est pas uniquement chez nous ici à la maison. Il suffit d'avoir un téléphone connecté, ce qui devient assez accessible pour beaucoup maintenant. C'est dans les deux sens. Tu as donné des super exemples où l'IA peut aider à la diversité et l'inclusion, mais la diversité et l'inclusion aident à faire une meilleure IA également. Alors, la diversité aide à faire une meilleure IA à plusieurs niveaux. Comme j'avais parlé des études de BCG, de Crédit Suisse, la diversité permet un retour de l'investissement sur l'innovation dans une manière assez remarquable. Mais au-delà, en réalité, des équipes plus diverses créent des solutions qui représentent à la fin de la journée la communauté qui va utiliser ces outils. Donc, en fait, en intégrant les communautés et les démographiques des utilisateurs des outils, on arrive à créer des outils qui sont plus pertinentes, mais aussi plus performantes. Ça veut dire que les données qui sont utilisées pour entraîner cette système de l'intelligence artificielle, ça va prendre en compte des perspectives différentes. Mais ça, je dirais, Seb, c'est très important. Une dimension de cette prise de conscience et aussi l'éducation, pas simplement de ce que l'IA est et n'est pas, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire de le développer dans une manière responsable. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a développé un cours consacré à la question de biais et de ce qu'on dit en anglais « fairness », parce que c'est important que tout le monde, et pas simplement des femmes, ont les compétences nécessaires pour comprendre quels biais nous avons comme êtres humains et comment réduire justement cette transposition des biais dans les données qui créent l'intelligence artificielle. Je dis souvent, Seb, dans les engagements sur ce sujet, que souvent on dit que l'intelligence artificielle, c'est une miroir. Mais je dirais que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une miroir, c'est une loupe que en fait, ça met en évidence tous les défauts de la société aussi, les biens et les mauvais, enfin les bonnes choses et les mauvaises choses. Mais totalement. Au début de l'IA générative, j'ai demandé à une modèle de fondation, donc une chatbot que je vous assure n'est pas disponible sur Bedrock, qui est Sacha Rubel. Et en fait, ils ont dit que je suis un homme russe qui forme des gens à l'échec et que je suis une espionne. Et donc, en fait, ça montre justement qu'il y a quand même du travail à faire au niveau de ces outils, mais qu'il y a des biais, pas simplement reliés à les questions des données, mais aussi au niveau de perspectives qui sont représentées dans les données qui doivent être aussi compréhensibles que possible. Ouais, avec un nom comme Sacha, tu es russe, forcément. Ça ne peut être que ça. J'ai fait le même exercice. Moi, je suis un peintre belge. On a des doubles vies, Seb, dans personne. Je savais pas, c'est merveilleux.
Est-ce que c'est une question auquel les clients se frottent également? Je comprends que les politiques publiques, les gens qui font ou qui sont chargés de réfléchir sur les cadres normatifs dans lesquels on évolue se posent ces questions-là. Est-ce que ce sont des questions dont les clients utilisateurs de l'IA se posent également? Comment un modèle a été créé? Quel biais y a-t-il dans un modèle? Est-ce qu'on arrive à les mesurer, ces biais? Alors, j'ai deux niveaux de réponse à cette question. Une, c'est que oui, c'est une des premières questions dans mes engagements avec des clients. D'ailleurs, il y en a deux. Une, c'est la question de la sustainability, donc tous les enjeux environnementaux autour de l'intelligence artificielle. Et la deuxième, c'est la question de la responsabilité. Comment réduire les biais? Et d'ailleurs, je pense que AWS a développé Amazon SageMaker Clarify, un outil qui est déployé pour tester et analyser les biais dans les données des modèles de l'IA en réponse justement à cette préoccupation des clients autour de précisément cette question-là. Mais je dirais que les clients, ils réfléchissent aussi sur comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire face à les défis de notre société reliés à la question de l'inclusion. Et il y a deux, d'ailleurs, exemples que j'adore. Une, c'est qu'on a des clients en Afrique de l'Ouest qui utilisent le service d'apprentissage machine d'AWS pour former des modèles de reconnaissance qui permettent l'accès aux services financiers pour les femmes sans accès aux services bancaires en Afrique de l'Ouest, en utilisant des systèmes à la base de l'IA mélangés avec la reconnaissance biométrique et la reconnaissance faciale. Et ça vraiment transforme la participation des femmes dans la vie économique, parce que ces femmes-là, les plupart, n'ont pas des cartes d'identité nationales et il fallait trouver une autre manière de prouver leur identité. Et grâce à l'IA, ça les a permis d'accéder justement à ces services financiers. C'est un super exemple parce que c'est un débloqueur. Souvent, on n'a pas de papier d'identité dans certains pays. Il n'y a pas de service d'état civil comme on peut trouver ici. Et donc, ça empêche d'accéder à des institutions financières, ce qui empêche de faire partie du circuit économique, de percevoir un salaire, par exemple. Donc, quand la technologie peut débloquer ces cas d'usage, c'est un grand pas pour l'inclusion aussi, quand on peut être inclus dans le système financier. Enfin, après, on peut réfléchir au niveau philosophique sur les biens fondés du système financier, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est la clé au travail, percevoir un revenu, au pouvoir percevoir des aides, ou pouvoir payer quelque chose, simplement acheter, payer un loyer. Et tu as dit deux exemples. Le deuxième? Une deuxième qui est une que je trouve passionnante et qui montre vraiment comment la diversité, équité et inclusion est plus large que l'égalité de genre. C'est aussi relié à la question de l'accès à des services fondamentaux. Donc, à Rwanda, par exemple, il y a un médecin pour chaque 3200 femmes qui ont le cancer de sein dans une manière active. Ça veut dire il y a environ 15 oncologues au Rwanda en tant que pays. Tu compares ça aux pays comme les États-Unis, où il y a un médecin pour chaque 300 femmes qui sont activement malades. Avec 10 fois plus. C'est extraordinaire au niveau de la différence de nombre. Et donc, en fait, cette entreprise qui est construite sur AWS, Huron.ai, ils ont créé une application pour aider des oncologues à être plus proches à des femmes qui souffrent du cancer de sang et qui en réalité, souvent, ne vivent pas dans la capitale. Elles vivent dans la campagne, le transport est cher et donc, en fait, elles n'ont pas un suivi régulier. Le résultat, c'est que souvent, ils n'ont pas la qualité de soins dont ils ont réellement besoin. Et donc, en fait, l'IA permet à assurer une proximité et un suivi grâce à une chatbot de l'IA générative avec ces patients femmes qui, autrement, sans cette technologie, ne sera fondamentalement pas possible. Et donc, ça montre aussi l'intérêt des clients à innover, à trouver des solutions basées sur l'IA qui adressent ces défis de la diversité, l'équité et l'inclusion au-delà de la question de la fracture vis-à-vis de l'égalité de genre.
C'est vraiment fascinant de voir ces exemples de comment la technologie peut ouvrir des portes, peut permettre l'accès à des choses fondamentales comme des soins, par exemple. Comment les politiques publiques, et peut-être la question est plus franco-française ici dans ce contexte aussi, s'organisent pour adresser les défis qui sont là devant nous avec cette nouvelle technologie, l'intelligence artificielle générative? Je dirais qu'il y a plusieurs volets de réflexion au niveau de la politique publique. Une, c'est la question des lois qui concernent la transparence. Donc, et d'ailleurs, à AWS, nous, on avait créé les AWS AI Service Cards, donc les cartes de service pour les systèmes d'IA disponibles chez AWS, pour répondre en partie à cette question du besoin de transparence et particulièrement comment les données sont construites qui forment ces systèmes de l'IA. Donc, il y a pas mal de réflexions autour de la transparence et la législation. C'est une obligation dans le cadre de la législation européenne sur l'intelligence artificielle. Après, il y a pas mal d'initiatives autour des cadres volontaires qui traitent le sujet de l'IA responsable, comme le travail de l'OCDE, ou les standards de l'Organisation internationale de la standardisation qui opérationnalisent des principes de la responsabilité qui guident le travail du gouvernement, mais qui guident également le travail des boîtes comme AWS. Et nous, on a passé beaucoup de temps, Seb, à passer des principes autour de la question de transparency, de BA, de la question de équité en pratique. Et on a développé des guides qui permet à des innovateurs et à des ingénieurs de comprendre quand ils sont en train de créer leur système de l'IA, traduire ces principes en pratique réelle. Donc, c'est la deuxième volet, c'est la question des cadres ou principes volontaires. Donc, on part des grands principes définis par les pouvoirs publics, les régulateurs, mais pas que, aussi les gens qui réfléchissent, qui pensent à ce que l'IA peut faire ou ne pas faire pour nous, et on essaye de décliner ça en actions concrètes pour les entrepreneurs, pour les personnes qui utilisent l'IA, pour faire correspondre finalement ces principes à des actions concrètes et une utilisation concrète. J'ai bien compris? Absolument. Après, il y a pas mal d'autres initiatives qui concernent le développement des guides pour opérationnaliser, comme vous avez évoqué. C'était vraiment une des choses qu'on a mis l'emphase dessus dans le cadre de notre engagement de l'IA responsable. Mais il y a également ce qu'on appelle en anglais des impact assessments, donc des évaluations autour de la discrimination ou la mitigation des biais, mais aussi la prise en compte des éléments comme human in the loop and accountability autour des réflexions des décideurs de politique publique. Et on voit ça au niveau Union européenne, mais aussi dans les discussions de G7 et même au niveau national, au niveau de la France, où de plus en plus, il y a une emphase des politiques publiques qui prend en compte la diversité, l'équité et l'inclusion dans leur politique, mais aussi, je dirais, Seb, dans l'élaboration de leur politique. Ça veut dire une prise de conscience que pour élaborer des politiques publiques qui mènent à l'amélioration des vies des citoyens, il faut les citoyens autour de la table. Et c'est là aussi on voit de plus en plus des initiatives multipartites et multidisciplinaires qui assurent qu'il y a tout le monde autour de la table quand ces politiques publiques sont en train d'être élaborées pour assurer que ça répond à des préoccupations de ces citoyens, inclus bien entendu, des communautés marginalisées et des femmes. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que d'un côté, il y a des politiques publiques où on pense à la diversité et l'inclusion des politiques publiques, et puis de l'autre côté, il y a les politiques publiques sur l'IA. Est-ce qu'au niveau justement des politiques publiques, il y a déjà une connexion qui est faite entre les deux, entre l'IA et la diversité et l'inclusion, comme on peut le faire au niveau des entreprises, et tu as mentionné plein d'exemples ces dernières minutes. Est-ce qu'au niveau du politique, il y a déjà cette connexion entre IA et diversité et inclusion? Je pense qu'il y a une prise de conscience des décideurs politiques de l'importance de la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'élaboration des politiques publiques. Et ça se montre, par exemple, dans le cadre, encore une fois, prenons un exemple concret de la législation européenne sur l'intelligence artificielle, où il y a quand même dans les obligations des systèmes de l'IA à haut risque, une section qui mandate
que ces systèmes doivent être dessinés et déployés dans une manière qui réduit la discrimination basée sur des éléments comme le genre, l'habilité et les origines des individuels, et que des développeurs de ces systèmes doivent prendre des mesures pour identifier et mitiger des biais potentiels qui peuvent mener à des résultats discriminatoires. Donc, on a une prise de conscience sérieuse dans la politique publique sur l'importance de la non-discrimination et la mitigation de biais. Et encore une fois, Amazon SageMaker Clarify, c'est un exemple concret au même temps sur comment l'IA peut aider à faire face des biais générés possiblement par l'IA. Donc, il y a une prise de conscience de l'importance de la prise en compte de ces dimensions dans les politiques publiques, mais en parallèle, une prise de conscience de comment l'IA peut nous aider à faire face aux défis de la discrimination dans une manière plus vaste. Quelle belle conclusion. À la fois, l'IA générative, c'est un outil positif pour accentuer la diversité et l'inclusion dans le monde de la tech, à condition évidemment qu'on mette suffisamment de diversité et d'inclusion dans les outils qu'on est en train de produire, et notamment les outils d'IA générative. C'est un bon résumé de notre conversation ? Parfait résumé. Je dirais juste, Seb, peut-être en conclusion vis-à-vis de ta réflexion, une des choses dont je vois et dont je suis convaincue dans les engagements qu'on a avec les décideurs politiques, mais aussi surtout avec des clients, c'est que la responsabilité au cœur de l'entreprise, ça mène à la confiance nécessaire pour adopter l'IA. Et cette adoption de l'IA va mener à l'innovation nécessaire pour assurer qu'il y a une écosystème de la technologie qui est aussi inclusive de les sociétés qu'on espère et qu'on aspire, dit-on, à créer. Et donc, pour ça, il faut un secteur de la technologie qui est aussi divers et inclusif de ces sociétés dans lesquelles on rêve. Sacha Rubel, directrice des politiques publiques pour l'IA générative, l'IA en général, en Europe, Moyen-Orient et Afrique, ça fait un grand territoire, EMEA. Merci Sacha pour tes explications très claires, tous les chiffres que tu as pu donner, et puis tous les exemples que tu as pu partager également avec les auditeurs et les auditrices du podcast AWS en français. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve vendredi pour un prochain épisode qui lui sera technique. On parlera, d'IA générative également, mais sous un angle plus technique avec un projet open source qui s'appelle LeakChain. Rendez-vous vendredi prochain dans toutes les bonnes applis de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.